Bonjour à tous, je suis accompagnée de Wim Das, Head of Investment Advice chez Deutsche Bank Belgique. Nous allons discuter de la meilleure manière d'investir son argent, car la période est très difficile pour trouver du rendement dans le contexte actuel sans prendre de risques. Les taux d'intérêt sont très bas et ne sont pas prêts de remonter, alors c'est un vrai challenge pour investir dans un contexte pareil. Bonjour Monsieur Das. Bonjour madame. Alors, première question. Comment est-ce qu'on investit en bourse quand on ne sait pas faire? Oui, c'est une très bonne question d'ailleurs pour commencer. Il faut d'abord se faire accompagner, se faire conseiller en fait par un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît, qui peut vous expliquer les produits, quels sont les risques qui sont attachés à ces produits, évidemment aussi quelles sont les attentes de rendement qui sont attachées à ces produits. C'est un peu la même chose quand vous voulez acheter une voiture, hein, vous n'allez pas rentrer dans un garage comme ça et sortir avec la voiture 5 minutes plus tard. Il faut d'abord se renseigner un peu et puis c'est le garagiste dans ce cas-là qui va vous expliquer quelle voiture peut faire quoi, à quoi ça doit servir et tout. Donc c'est surtout se faire accompagner par un spécialiste qui s'y connaît. Et donc, dans le contexte actuel de rendement très bas, il faut prendre du risque, ça veut dire aller vers les actifs risqués, comme les actions. Mais pourquoi est-ce qu'il faut aller vers ces actifs risqués? Et comment aussi investir sans avoir les aléas de la bourse, en fait? Oui, comme vous dites, les taux d'intérêt sont bas et risquent de rester encore beaucoup d'années très très bas, vu que les banques centrales sont en train d'acheter énormément de volume ou un volume énorme en obligations. Donc ces taux d'intérêt vont rester pendant plusieurs années très très bas. Et donc les actions, je dirais plutôt l'exposition aux actions, donc pas forcément les actions individuelles, mais par exemple via des fonds. L'exposition aux actions doit être le moteur principal de la performance d'un portefeuille bien diversifié. Donc il n'y a vraiment pas d'autre choix si vous recherchez du rendement en plus du 0,11 sur le carnet d'épargne. Si vous cherchez ça, il n'y a pas d'autre choix que d'investir en actions. Et évidemment, il y a des risques qui sont associés. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut être très bien diversifié pour amortir quand même la grande volatilité qui est liée aux actions. Et justement, donc, c'est important de bien diversifier son portefeuille. Mais comment on diversifie, en fait? Oui. Il y a la diversification à plusieurs niveaux. D'abord, il faut diversifier entre des classes d'actifs, hein, entre des actions et les obligations. Et au sein de ces classes d'actifs, il faut aussi encore diversifier. Il faut diversifier entre différentes régions, entre différents secteurs. Et donc, par exemple, si vous êtes investi uniquement à la bourse japonaise depuis les années 90, vous n'avez toujours pas un rendement positif. Donc, vous comprenez que certaines régions peuvent faire mieux que d'autres à un moment donné, alors que plus tard, ça peut être l'inverse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être diversifié entre plusieurs classes d'actifs, entre plusieurs régions et au sein de ces régions aussi via des différents produits, donc pour vraiment avoir ou capter les secteurs qui sont porteurs à un moment donné. On ne sait toujours pas à l'avance, hein. On peut l'espérer selon les analyses, mais on n'est jamais sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être diversifié via différentes classes d'actifs, via différents produits au sein des classes d'actifs aussi. Et aussi, il y a des thèmes en bourse qui sont très porteurs, je pense particulièrement à la technologie. Est-ce que ça vaut la peine de surpondérer, donc être plus exposé Oui. à ce genre de thématiques, ou alors aussi les soins de santé aussi qui sont très importants maintenant dans le contexte de coronavirus? Oui, Comment faire? c'est assez tentant évidemment de composer ton portefeuille uniquement de thèmes porteurs, pardon. Mais il faut d'abord commencer à construire un cœur solide de portefeuille. Chez Deutsche Bank, on fait ça via des fonds mixtes flexibles, parce que ça, c'est la partie stratégique de ton portefeuille qui peut permettre de générer un rendement pendant une période assez prolongée. Et autour de ça, on fait ce qu'on appelle des satellites. Et là,
on met des accents effectivement sur des thèmes qui sont porteurs. Et les deux thèmes que vous venez de mentionner, comme les soins de santé et la technologie, sont déjà des thèmes qu'on met en avant depuis quelques années. Donc, ça a été renforcé par la crise du corona. Mais ce sont des thèmes long terme. Et donc, ça reste d'application parce qu'en fait, ces thèmes-là jouent en fait sur des évolutions dans la société. Par exemple, la technologie. On voit qu'il y a de plus en plus de technologies dans la vie quotidienne. On travaille tous, ceux qui savent travaillent de la maison. Et donc là, ça a donné un boost énorme à la technologie, au secteur technologique. Je ne dis pas qu'il n'est pas cher, le secteur technologique, mais par contre, il y a quand même encore un potentiel énorme si votre horizon d'investissement est assez long et vous n'espérez pas de gagner 20% en 2 semaines. Parce que justement, ça c'est la clé, c'est l'horizon de placement. On dit souvent qu'il faut maintenir 5 ans minimum ces placements. Pourquoi est-ce que c'est important de garder au moins 5 ans ces placements? Oui, 5 ans, c'est une directive, je dirais, ça peut être plus. Nous disons toujours qu'il faut avoir un horizon assez long. 10 ans est mieux que 5 ans parce que la volatilité qui est associée quand même aux actions, on peut faire des années de moins 20% ou de plus 30% ou de moins 30%, tout est possible, mais si nous regardons sur un horizon assez long, on aura de bonnes années, on aura des années moins bonnes, mais on aura au moins, normalement en tout cas, une performance acceptable et intéressante si on reste investi pour une période assez longue. Si votre période, ton horizon d'investissement n'est pas assez long, on risque d'avoir disons 2 mauvaises années sur 3 ou sur 5, mais de vraiment mauvaises années, et alors on a une performance négative, et ça, c'est pas le but d'investir. Et surtout aussi, ça évite aussi d'avoir de l'émotion quand on investit, c'est-à-dire vendre parce que oui, ça baisse fort, comme on voit chez certains investisseurs. En investissement à long terme, ça évite aussi ce genre d'écueil dans le marché. Absolument. Donc, le grand risque d'investir, c'est de se laisser porter par ses émotions. De là aussi qu'il faut se faire accompagner par un conseiller qui n'a pas cette émotion pour l'argent du client en soi, dans le sens qu'il est objectif et pas subjectif. Et donc ça, c'est effectivement le grand risque qu'il faut éviter. Il faut objectiver ton investissement, ce qui est très très dur si on se laisse emporter par ses émotions. Mm-hmm. Et il y a aussi une partie d'investisseurs qui sont sensibles aux questions de climat, de respect des personnes, etc. Ça aussi, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour investir là-dedans? Est-ce qu'on doit aller chercher des fonds qu'on appelle durables? Oui. Comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là? Oui. Comme je faisais référence tout à l'heure à l'évolution de la technologie et des soins de santé qui sont des évolutions dans la société, je dirais, des évolutions sociétales. C'est la même chose avec la demande pour la durabilité. De plus en plus de gens exigent vraiment des produits d'investissement qui ont un label durabilité, ESG, on appelle ça chez nous. Et évidemment, comme toujours, il y a un choix énorme, et ce choix devient de plus en plus grand en tout cas. On a un choix énorme dans ce type de produits. Et donc, nous avons anticiper cela dans le sens qu'on a mis un moteur de recherche sur notre site web où vous pouvez donc indiquer que vous voulez des produits qui ont ce label, cette sélection, je dirais, ESG. Et comme ça, vous avez une liste des produits qui répondent à votre demande d'avoir un produit durable pour vos investissements. Il y a aussi comme solution de placement qui est mise en place depuis quelques années, ce sont les robo-advisors. Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions en fait? Est-ce que c'est bien pour ceux qui ne savent pas comment investir ou finalement on met une petite somme oui. au départ qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne connais évidemment pas les secrets derrière ceux qui offrent le robo-advice, mais dans mon esprit, c'est surtout quelque chose qui est assez standardisé.
alors que chaque personne est différente. Et donc, il faut que le conseil soit vraiment personnalisé. C'est ce que nous mettons en avant, hein, un conseil personnalisé. L'élément humain qui n'est forcément pas là avec le robot advice. Nous trouvons en tout cas que cet élément humain dans le conseil reste assez important. Ça ne dit pas que les outils peuvent être un support énorme pour être beaucoup plus efficace dans le conseil, beaucoup plus vite dans le conseil qu'on offre aux clients. Mais notre approche, c'est d'avoir toujours cet élément humain parce que ça nous permet de donner un conseil personnalisé, alors que, selon moi, les robots advice, c'est plutôt standardisé. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent « j'ai 1 000 € à investir, dans quoi je les mets ?» Je dirais qu'il faut investir alors dans une solution clé sur porte, hein, une solution qui intègre la diversification dans le produit même. Nous avons un produit comme ça maison, Best Manager ça s'appelle, mais je pense que vous faites surtout référence aux gens qui n'ont pas un capital à investir, hein, parce que 1 000 € pour investir, c'est pas énorme. Et donc, l'idée qu'il faut avoir un capital pour commencer à investir, je peux le contrarier dans le sens que si vous arrivez à épargner 100 € par mois, on peut déjà commencer à investir chaque mois en bourse 100 €. Donc, au fur et à mesure, on peut donc construire un capital. Il ne faut pas d'abord épargner un capital avant de commencer à investir en bourse. Et justement, on parlait de rendement tout à l'heure. Quel rendement on peut espérer en bourse? C'est aussi une question d'horizon de placement. Oui. Comment est-ce qu'on met la balance entre le rendement et l'horizon de placement? Oui, l'attente de rendement, Oui. hein, c'est la grande question. la grande question. Disons que, comme je disais, il faut avoir en tout cas un horizon assez long d'investissement et c'est toujours dur d'attacher des chiffres là-dessus, mais je vais quand même le faire dans le sens que dans nos modèles de long terme, hein, nous mettons entre 6 et 7% de rendement annualisé sur 10 ans pour des indices comme le S&P 500 et l'Eurostoxx 50. Ça reste tout à fait réaliste. Oui, ça reste. C'est pas comme quelqu'un qui voudrait 50% sur 6 mois. Ça, c'est vouloir absolument prendre du risque. Ça, c'est moins réaliste, hein, oui. Dans le sens, si vous aviez eu la chance d'investir en Tesla, par exemple, vous avez multiplié votre investissement, pour autant que vous êtes toujours investi, mais c'est vraiment une exception. Donc des attentes de 50% sur 6 mois, voire 1 an. Je dirais, on peut l'espérer, mais il ne faut pas l'attendre. Et donc, parmi ces gens qui espèrent des gros rendements, on a aussi toute une catégorie de personnes qui ne connaissent pas la bourse et qui font de grands espoirs, et notamment les jeunes. Est-ce que les jeunes investisseurs prennent plus de risques en bourse, à votre avis? Les jeunes ont un grand avantage, à part d'être jeunes évidemment, c'est qu'ils ont un horizon d'investissement très très long, donc a priori ils peuvent prendre plus de risques par rapport aux gens qui sont un peu plus âgés. Est-ce qu'ils veulent prendre plus de risques? Bon, on était tous jeunes et je me souviens dans le temps, on parlait avec ses copains qui travaillaient dans une entreprise et ça fonctionnait bien. Ah oui, c'est coté en bourse, on peut acheter des actions et comme ça on avait peut-être acheté 2-3 actions, mais c'est pas la bonne façon d'investir, parce que bon, c'est pas parce que ton copain travaille là-bas que la société va bien faire en bourse. Et donc ils ont cette tendance d'investir de cette façon-là, et là, c'est le devoir du banquier de donner du bon conseil en disant bon, c'est pas la façon d'investir en bourse. Il faut vraiment diversifier et investir dans 2-3 actions individuelles. C'est pas la diversification qu'il faut. Et je le vois très bien devant moi parce que j'étais comme ça aussi quand j'étais jeune. On parlait avec ses copains.
Mais j'ai bien appris par après qu'il fallait se faire conseiller, et moi je n'avais pas de conseiller à ce moment-là. Et donc pour tous ceux qui regardent, je dirais, allez vous faire conseiller au lieu de... Pas écouter les conseils pas comme ça. de Le truc ses qu'on amis. discute Oui, dans un café. quand on joue au foot ou on fait n'importe quoi avec ses copains, c'est pas le conseil qu'il faut. Ça peut être un élément qu'on peut prendre dans la conversation avec le conseiller, mais c'est pas le conseil unique pour démarrer, pour investir en bourse. Oui, parce que pour l'instant, la discussion, elle tourne beaucoup autour des valeurs technologiques, Ouais. mais ça reste quand même un secteur qui est valable d'investir, en fait. Oui, selon nous, certainement. Hein. Donc, on ne peut pas la comparer aux années 2000, où il y avait une bulle technologique. Ici, ce sont vraiment un secteur qui est composé de sociétés qui ont des liquidités, qui font de bons profits, qui croîtent chaque année, où il y a l'évolution aussi, comme je disais, dans la société d'avoir de plus en plus de technologie. Et donc, ce n'est pas uniquement le secteur IT, mais c'est vraiment la technologie dans plusieurs secteurs qui existent. Donc, selon nous, oui, ce n'est pas bon marché, mais il y a certainement encore du potentiel. Donc, ça reste un des secteurs favoris chez nous, en tout cas. Alors, j'ai une question du public. Comment est-ce que je peux trouver les entreprises qui sont reprises dans un fonds ? Donc la composition d'un fonds, je ne suis pas sûr que c'est disponible en fait via Internet. Ouais, c'est le gestionnaire évidemment qui le sait, et je ne pense pas que ce sont des choses qui sont publiques. Pas la composition totale en tout cas, mais on a quand même les 10 premières lignes. Les 10 premières lignes oui. sont souvent exposées. Donc il faut chercher sur Internet, sur le site du gestionnaire. Et justement, vous parlez des fonds. Quand on investit en fonds, qu'est-ce qu'il faut prendre compte quels sont les éléments à prendre en compte quand on investit en fonds ? Est-ce qu'il faut regarder le gestionnaire, sa performance passée ? Quels sont les éléments, les paramètres à prendre en compte ? Il faut tout prendre en compte. Tous les paramètres que vous venez de mentionner. Il faut bien se renseigner avant de commencer à investir. Absolument, mais bon, il y a un choix énorme. Et donc, pour faire tout seul cette sélection, c'est assez compliqué. Hein. Vous n'avez pas non plus les outils disponibles pour faire la sélection sur base des paramètres comme performance, comme risque, comme consistance dans la gestion du gestionnaire. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait pour nos clients une sélection des meilleurs fonds dans chaque catégorie. Ça s'appelle le Best Advice, qui permet donc de ne pas devoir faire cet exercice vous-même. Donc la sélection de paramètres performance par rapport au risque et ce qu'a fait le gestionnaire dans le passé, ça vous ne pouvez pas faire vous-même. Par contre, il y a aussi un élément d'étoiles de Morningstar. Donc Morningstar est un rating bureau qui donne une certaine estampille de qualité au fonds. Ça va jusqu'à 5 étoiles. Et donc tous les fonds que nous proposons dans le Best Advice ont soit 4, soit 5 étoiles. Donc cette recherche sur base des étoiles, ça vous pouvez faire vous-même aussi. Et donc ça, c'est un élément quantitatif pour l'investisseur à absolument prendre en compte. Absolument, oui. Est-ce que vous avez constaté, puisque il y a beaucoup de courtiers qui nous l'ont dit depuis le début de l'année, que beaucoup d'investisseurs sont arrivés chez vous, de nouveaux investisseurs, avec la chute des marchés ? Oui. Il y a surtout le fait qu'on conseille aux gens d'investir plus, dans le sens, si vous voulez obtenir un rendement, hein, on l'a dit au début, les taux d'intérêt sont tellement bas, donc il faut vraiment devenir investisseur, garder l'argent sur un carnet d'épargne à 0,11, ça ne va pas faire grand-chose. En plus, il y a l'inflation, donc ton pouvoir d'achat diminue d'office. Donc, nous avons en tout cas conseillé à nos clients d'investir avec une exposition action, tout en gardant évidemment en tête quel est le profil du client. Est-ce que tous les clients ont suivi ? Probablement non. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont suivi ? J'espère, je n'ai pas de chiffres spécifiques. Et en tout cas, c'est le conseil
qu'on donne aux clients d'être plus investis par rapport à garder l'argent sur l'épargne. Ceci dit, si vous avez besoin de cet argent pour une dépense, bon, il faut pas l'investir, hein. Je l'ai déjà mentionné aussi, il faut avoir un horizon assez long. Oui. Hein. Ça reste la base de tout. Oui, c'est de l'argent dont on peut se passer. Il ne faut pas investir en bourse si on doit prévoir une dépense imprévue dans les 5 à 6 mois qui viennent. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas la philosophie. Certainement pas. Certainement pas. Et évidemment, le fait de rester investi longtemps, en fait, je pense notamment à tout ce qui est horizon de placement très très long terme, comme 30 ans, etc. Ça, c'est aussi une option aussi pour les investisseurs de miser à très très long terme. Oui. Le conseil général, c'est de rester investi. En général. Hein, parce que on a fait l'exercice, par exemple, sur le S&P 500. Sur 24 ans, si vous n'y étiez pas investi pendant les 10 meilleurs jours, la performance diminue de 54%. Donc, on rate que 10 jours, 54% en moins. Évidemment, pour juste rater ces 10 jours, hein, c'est pas évident non plus, hein, mais ça vous donne une idée de l'importance d'être investi, parce que souvent on se laisse entraîner par ses émotions et on vend quand ça baisse et on achète quand ça monte, alors que c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la composition de votre portefeuille ne change pas durant le temps. Il pourrait y avoir des placements qui sous-performent de manière structurelle, hein, et là on va vous conseiller de le vendre et d'acheter autre chose. Mais souvent les gens ont la tendance, je dirais, de vendre tout ce qui marche très bien et d'acheter tout ce qui ne fonctionne pas bien. Hein. C'est de nouveau l'émotion, c'est normal. Donc il ne faut pas hésiter à prendre sa perte quand ça ne va pas bien. Voilà. C'est pas évident. C'est pas évident. Psychologiquement, c'est pas évident, mais il vaut mieux avoir un produit dont l'espérance de rendement est quand même meilleure par rapport à un produit dont on pense que ça ne va plus performer dans les années qui viennent. Donc ça reste assez important. Ceci dit, ça n'empêche pas de prendre de temps en temps un peu de profit. Ça ne fait jamais du mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du profit, mais structurellement, il faut rester investi et ça donne vraiment la meilleure performance pour le portefeuille global sur un horizon long terme. Et de manière générale, il vaut mieux garder donc ce qui monte et se débarrasser de ce qui ne va pas bien dans un portefeuille. Absolument, oui. C'est un peu contre-intuitif. C'est contre-intuitif, oui. Oui, voilà, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Mais ça, il faut un conseiller pour parvenir à faire ça, parce que c'est pas évident à faire. Non, c'est pas évident à faire, mais régulièrement, parce que on fait un screening des investissements que nos clients ont, et régulièrement on détecte, je dirais, des produits dont il y a vraiment une sous-performance structurelle. On propose alors aux clients de faire un switch, vendre ce produit pour acheter un meilleur produit, et je dois dire que c'est quand même bien suivi. Donc, ça, les gens acceptent. Je dirais que nos conseillers arrivent quand même à convaincre beaucoup de clients, probablement pas tous les clients, mais beaucoup de clients à suivre ce conseil. Et c'est vraiment bien apprécié chez nos clients. Mais tout à l'heure, vous avez mentionné les actions japonaises qui, en 10 ans, n'ont presque pas performé. Ça, c'est typiquement des actifs qu'il faut rebalancer dans un portefeuille. Il faut garder, je dirais, ça dépend ce que vous voulez exactement. Est-ce que vous voulez une diversification vraiment totale ou pas? On a un avis neutre pour l'instant sur la bourse japonaise, mais je faisais surtout référence au début des années 90. J'avais terminé mes études à ce moment-là, où la bourse japonaise était vraiment très très haut, alors qu'on n'a plus jamais revu ce niveau-là depuis 30 ans. Entre-temps, on a tellement baissé. Si vous êtes entré, je dirais, en 2000 ou en 2005, vous avez déjà gagné de l'argent. Mais si vous y étiez déjà là-dedans depuis les années 90, vous n'avez rien.
J'ai une question d'un lecteur qui me demande quel est le pourcentage d'or que tout investisseur doit avoir dans son portefeuille. Oui, l'or. Je dirais, l'or est d'abord un très bon diversificateur du portefeuille parce que normalement, il est assez décorrélé avec les autres classes d'actifs. Et ce que nous conseillons, c'est entre 3 à 5% dans le portefeuille. Et ça via un fonds, Il y a un tracker. un tracker, Ouais. ou alors aussi jouer les mines d'or aussi. Ça, c'est autre chose. encore autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que bon, les mines d'or, ils vendent déjà la production qu'ils n'ont pas encore. Et puis, il y a l'élément dollar qui joue là-dedans. À quel moment est-ce qu'ils ont vraiment hedgé? Et ça, c'est très volatile. Beaucoup plus volatile, en tout cas, que le cours de l'or oui. en soi. Donc, la mine d'or, oui. Pourquoi pas, mais c'est pas dans ce cadre de diversification. Non, c'est pas. Ça reste, c'est plus une partie action finalement. Absolument. Ouais, absolument. Donc quand on parle de diversification, c'est vraiment un tracker sur l'or même et pas les mines d'or en soi. Et au niveau des régions, justement, on parlait du Japon, mais il y a des régions qui performent mieux, comme les marchés américains. Là, on l'a vu ces 10 dernières années, le S&P 500, grâce notamment aux valeurs technologiques, il a un peu supplanté tous les autres indices. Donc c'était vraiment la bourse dans laquelle on devait être. Oui, si on avait su. Si on avait su, oui. Oui, et ça reste quand même... Bon, pour l'instant, on est neutre, je dirais, entre les États-Unis et l'Europe, mais surtout la composition de la bourse américaine avec plus ou moins entre 27-28% de valeur technologique dans le S&P 500, comme on a quand même de bonnes... Comme on voit du potentiel quand même dans le secteur technologique, nous pensons aussi que le S&P 500 a quand même du potentiel par rapport à la bourse en Europe où il y a plus de valeur value, comme on dit. Il y a surtout un rattrapage à faire là, mais ça va prendre du temps. J'ai une dernière question, et ça sera la dernière. On me demande qu'est-ce que vous pensez des crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, je dois dire ça c'est moins mon domaine. Au niveau des investissements, on ne le suit pas, on ne le conseille pas aux clients parce que c'est quand même quelque chose très, très spécifique. Je ne veux pas m'engager là. Désolé pour la réponse. Je ne veux pas m'engager là-dedans. Est-ce que le Bitcoin vaut un investissement ou pas? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire. Eh bien, merci à vous, Wim. Donc, dans quelques instants, ici sur le main stage, le débat de nos premium event partners, les tendances qui donnent un nouveau souffle à la bourse. Merci.